antécédent d'un tel ou un tel. Bonjour à tous. Le débat a déjà commencé dans Police Justice Info avec mes invités. Je vais vous les présenter dans quelques instants. PGI, c'est notre hashtag et notre page Facebook. Merci pour votre fidélité chaque jour dans notre émission. On va parler de la police, de ses difficultés. On va faire le point évidemment avec mes invités. On va revenir d'abord sur l'affaire Steve Canisso. Ça s'est passé à Nantes pendant la fête de la musique. Et il y a un débat, une enquête de l'IGPN et le rapport de l'IGA, l'Inspection Générale de l'Administration. On en sait un petit peu plus sur cette affaire et on va bien sûr en parler sur la mort de Steve Canisso. Puis on reviendra parce que simultanément et presque au même moment, il y a ces images de Sevran. Alors c'est viral, hein, c'est sur la toile, d'une altercation, une interpellation entre un policier et un médiateur. Ça se passe mal. On va bien sûr commenter ces images. Le policier a été mis à pied. Alors ce n'est pas une sanction, dit Laurent Nunez. Le policier est mis à pied et ses collègues le défendent puisqu'ils sont allés manifester. On verra les images devant le commissariat d'Aulnay pour dénoncer ces méthodes. On va revenir peut-être sur le maintien de l'ordre, je dirais au plus haut niveau de l'État, sur ce que fait le ministre Castaner, évidemment, parce qu'il est pointé du doigt par des syndicats. Denis Jacob, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général Alternative Police CFDT, on peut rajouter, c'est important de le rajouter. Merci d'être là. Vous avez fait un communiqué d'ailleurs assez sévère, on y reviendra, sur votre administration, sur ceux qui sont tout en haut. Je vous citerai, vous êtes très très sévère, je le commenterai dans quelques instants. Philippe-Henri Honegger, merci d'être là, vous êtes avocat pénaliste, on vous écoutera parce que vous avez eu à défendre des gilets jaunes et des personnes dans des manifestations, on vous écoutera évidemment, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mohamed Meshmash, bonjour, merci d'être là, vous êtes cofondateur de la coordination nationale Passons-nous, alors vous faites aussi beaucoup de campagnes citoyennes, civiques pour inciter les jeunes à aller voter dans les quartiers. Avec le collectif Assez le Feu. Et avec le collectif que vous aviez créé, Assez le Feu, on parlera de Sevran parce que en parlant de Sevran, je me suis souvenu que Stéphane Gatignon avait démissionné de cette mairie de Sevran et on appelait à l'armée, je ne sais pas si vous vous rappelez, il demandait à ce que l'armée vienne dans ce quartier pour arrêter les trafics de drogue. Georges Fenech, merci d'être avec moi pour m'accompagner très régulièrement dans l'émission Police Justice Info, consultant CNews et ancien magistrat. D'abord, retour sur l'affaire Steve Canisso. On en sait un petit peu plus depuis ce rapport de l'Inspection Générale de l'Administration avec un ministre de l'Intérieur qui n'a pas perdu de temps. Il a décidé de muter le commissaire qui était en charge du maintien de l'ordre. Regardez ce sujet réalisé par Mario Bazac. Dans son rapport, l'Inspection Générale de l'Administration estime que l'intervention de police était légitime, les forces de l'ordre étant la cible de jets de projectiles, mais que les décisions prises par le commissaire de progresser à pied et procéder à des interpellations ont manqué de discernement. Le ministre de l'Intérieur a donc décidé de sa mutation. Le commissaire divisionnaire en charge des opérations ne pourra plus exercer ses fonctions et sera muté dans l'intérêt du service, sur un emploi sans responsabilité de maintien de l'ordre, dans l'attente des conclusions de l'enquête judiciaire. L'IGA met aussi en cause la préfecture de Loire-Atlantique et la mairie de Nantes qui n'ont pas pris les mesures nécessaires pour sécuriser l'événement. Concernant l'île de Nantes, plus aucune manifestation susceptible de réunir un grand nombre de participants ne devra y être autorisée sans analyse de risque préalable, ni sécurisation physique des lieux. Christophe Castaner rappelle qu'à l'heure actuelle, rien ne permet de savoir si la mort de Steve Canisso a eu lieu au moment de l'intervention policière. Le rapport a été transmis à sa famille. Que le ministre ait la prudence de considérer qu'il y a une instruction en cours et que ce sera à la justice d'établir ce lien de causalité entre la mort de Steve Maia Canisso et l'intervention policière, cela me paraît tout à fait adapté. Pour la famille de Steve Maia Canisso, il n'y a pas de doute sur le lien de causalité entre l'intervention policière et la chute de Steve Maia Canisso dans la Loire. L'inspection recommande que désormais toutes les interventions de nuit se fassent sous accord préfectoral. Voilà pour ce sujet de Mario Bazac. On est avec Mickaël Chailloux, justement, en direct, ce qu'est Wilson. Mickaël, vous êtes en direct avec nous. Il y a deux sujets dans ce dont on va parler. Il y a à la fois ce rapport de l'IGA, on en sait un petit peu plus sur les armes utilisées, les LBD, les lacrymogènes. Et puis, il y avait cette manifestation. Commençons par ce qui s'est passé à Nantes, parce que Nantes, il y a souvent des manifestations au moment des Gilets jaunes. Alors là, Mickaël, on peut le dire, il y avait très peu de Gilets jaunes physiques, il y avait très peu de gens habillés en Gilets jaunes. C'était quoi l'objectif de cette manifestation? C'était de dénoncer quoi? La lenteur de l'enquête? C'était, j'ai lu que c'est la convergence des colères, c'est ça, Mickaël?
Oui, je crois que c'est le terme le plus approprié, une convergence des colères. Alors bien sûr, il ne faut pas non plus dire le contraire. Il y avait quand même des gilets jaunes samedi après-midi dans les rues, jusqu'à 1800 manifestants au plus fort à compter la préfecture. Des gilets jaunes qui revenaient sur le pavé après l'été. Et puis surtout, pour la plupart, une colère contre la police et le pouvoir en place. Au lendemain, vous l'avez dit, des premières conclusions de l'inspection générale de l'administration communiquées par le ministre de l'Intérieur lui-même sur la mort de Steve ici même le soir de la fête de la musique sur ce quai Wilson, avec une principale conclusion, c'est la mutation de ce commissaire qui était en charge du maintien de l'ordre ce soir-là. Eh bien cette conclusion, évidemment, elle n'a pas paru suffisante aux yeux des manifestants qui étaient là samedi dernier. Ce commissaire muté, ce n'est qu'un petit fusible que l'on fait sauter, nous ont-ils dit tout au long de l'après-midi. Ils espéraient que, par exemple, le préfet ou, pourquoi pas, j'allais dire, le ministre de l'Intérieur fasse les frais de cette soirée chaotique. Il n'en est rien et tout cela a bien sûr participé à échauffer les esprits samedi après-midi tout au long de cette manifestation. Quelques mots, Mickaël, parce que moi aussi j'ai lu ce rapport. On en sait un peu plus sur les armes utilisées. D'abord, ce commissaire a été muté parce qu'on lui reproche d'avoir mis en mouvement ces hommes. Il n'y avait pas de barrière et donc il y avait une difficulté pour la sécurité des manifestants, avec un vrai débat sur le nombre de manifestants. Les armes utilisées, j'ai lu qu'il y a eu de LBD, beaucoup de lacrymogènes. Oui, c'est ça. Ce rapport donne des éléments intéressants, un peu plus précis, à la fois sur le contexte et en effet sur les hommes en présence, les fonctionnaires présents. Ils étaient une vingtaine de policiers ce soir-là. Ils arrivent un peu après 4 heures du matin sur les lieux et là ils demandent l'arrêt des 9 sound systems qui sont là depuis la veille au soir. Et un des sound systems refuse de stopper la musique et remet une dernière chanson d'ailleurs anti-force de l'ordre, je le dis au passage. Et puis là, tout de suite, il y a les premiers jets de projectiles. Les 20 fonctionnaires répondent sans sommation, dit le rapport, mais là, ils sont dans leur droit puisqu'ils sont en légitime défense. Et s'ensuit 33 tirs de grenades lacrymogènes, 12 tirs de LBD et 10 grenades de désencerclement. On imagine ce que ça peut donner sur ce quai qui est derrière moi. En pleine nuit, il n'y a pas très peu d'éclairage extérieur ici, avec un nuage de lacrymogène qui va vers la Loire. Alors pour l'avocate de la famille de Steve, vous l'avez entendu dans le sujet de Mario Bazac, eh bien il faut faire un lien et peut-être que pour elle, l'IGA fait un premier lien entre ce qui s'est passé ce soir-là et l'intervention controversée des forces de l'ordre. Il faut dire aussi que plusieurs témoignages vont dans ce sens, mais bien sûr, il faut que maintenant l'enquête judiciaire établisse ce lien précis. Le Canard enchaîné disant quand même ces derniers jours que sur la base d'un PV, le téléphone de Steve avait borné une dernière fois à 4h33, c'est-à-dire au beau milieu de l'intervention des policiers. Le commissaire, on l'a dit, a été muté, un manque de discernement, a dit Christophe Castaner, mais le rapport estime aussi que la mairie de Nantes et la préfecture n'avaient pas, je cite, accorder une attention particulière, suffisante à la présence des sound systems sur ce quai Wilson. Merci. Restez avec nous, Mickaël. Vous êtes en plus sur le quai au bord de la Loire. C'est très joli, il fait beau. Restez quelques instants parce que je vous pose la question. Je reprends votre communiqué, Denis Jacob. Vous dites, et vous accusez, ce sont vos mots exacts, certaines autorités administratives de frilosité et de manque de courage à faire face aux attaques des habituels anti-flics préférant appliquer le principe de précaution pour éviter toute polémique. Ça, c'est un communiqué que vous faites par rapport à l'affaire de Sevran dont on va parler. Mais est-ce que vous ne l'appliquez pas aussi au dossier de Nantes? Est-ce que vous n'avez pas envie de soutenir votre collègue commissaire qui a été muté dès vendredi par le ministre? Alors le commissaire, moi je ne défends pas les commissaires, ils ont un syndicat qui les représente. Non mais sur le principe. Des gardiens, mais on a des liens bien évidemment avec tous les corps de la police et des syndicats. Et mes collègues du syndicat des commissaires de la police nationale ont communiqué là-dessus. Et effectivement, il est muté sur sa demande, dans ce qu'on appelle le cadre article 25, c'est-à-dire dans l'intérêt du service. Il n'a pas été muté sur décision du ministre. C'est lui qui demande sa mutation dans l'intérêt du service. C'est une information importante. Donc c'est il faut le préciser. C'est une nuance importante. Il faut le préciser, tout comme pour mon collègue de Sevran qui n'est pas suspendu. Donc attendez, ce n'est pas le ministre
ministre qui prend une mesure, j'allais dire, disciplinaire en disant à ce commissaire, vous quittez votre poste. Non, c'est important. Du communiqué du syndicat des commissaires, c'est le commissaire qui a demandé sa mutation dans le cadre de ce qu'on appelle réglementairement l'article 25, c'est-à-dire une mutation dans l'intérêt du service. Mais c'est comme pour le policier de Sevran, il n'est pas suspendu à ce jour, puisque suite il en arrêt maladie. Suite à l'affrontement qu'il a eu avec la personne qui a été interpellée, il est en arrêt de travail. Donc tant qu'il est en arrêt de travail, il ne peut pas être suspendu, mais je crois savoir néanmoins que le directeur général n'était pas favorable de toute façon à sa suspension. Moi, ce que je dis, et je l'ai dit dans le communiqué, c'est que j'espère qu'on n'est pas aujourd'hui dans une démarche politique de dire, pour avoir une certaine paix sociale, pour éviter la polémique politicienne, eh bien, on va appliquer ce que j'ai dit dans le communiqué, le principe de précaution, à savoir, on va suspendre le fonctionnaire qui est directement mis en cause sans savoir ce qui s'est passé exactement, puisque je rappelle quand même que certes, on est policier, certes, on a un devoir d'exemplarité, mais on est aussi... On l'a vu avec M. Balkany, ça a fait pendant des heures et des heures tous les médias en disant « Oh, il y a la présomption d'innocence, tout ça, c'est revenu au bout du jour. » Ce n'est pas une présomption de culpabilité. Eh bien, pour les policiers, c'est la même chose. Il y a une présomption d'innocence, et tant que l'enquête n'est pas arrivée à ses conclusions, et je parle d'enquête judiciaire et pas d'enquête administrative, comme le rapport de l'IGA dans l'affaire très malheureuse et dramatique de la disparition et du décès de Steve, les policiers ont le droit à la présomption d'innocence comme n'importe quel citoyen, et tant qu'on n'a pas les conclusions d'une enquête judiciaire, il n'a pas à être vilipendé comme ça sur la place publique au prétexte qu'il faut éviter d'envenimer des situations pour lesquelles on n'est pas forcément directement responsable. Georges Fenech, on va revenir sur les affaires, parce qu'il y a un débat sur les horaires de téléphone, sur les familles qui disent aujourd'hui, mais il y a un lien, c'est ce qu'elles pensent en tout cas, entre cette charge des policiers et la mort de Steve. Pour l'instant, rien n'est démontré. Le sentiment que vous avez, Georges Fenech, c'est très abrasif l'ambiance là. Il y a un ministre qui est sur une ligne de crête, qui sanctionne, qui provoque des colères chez les policiers, mais il y a aussi des tensions contre les policiers. C'est extrêmement sensible ce climat-là. Oui, c'est la troisième fois, à ma connaissance, depuis la présidence Macron, qu'il y a comme ça ou des mutations ou des sanctions. Il y a eu, souvenez-vous, les 2 préfets de Rhône, de Lyon, suite à un problème de rétention administrative qui avait malheureusement débouché sur l'attentat de Marseille, on s'en souvient. Mutation des 2 préfets. Il y a eu effectivement ensuite la mutation du préfet de Paris, M. Delpuech, suite à une journée des Gilets jaunes. Et puis maintenant, il y a ce commissaire dont on nous apprend qu'en fait, c'est lui-même qui demande sa mutation. Ça, c'est une information. Toujours est-il que le ministre prend acte, en tout cas, de cette mutation. Tout cela crée effectivement un malaise et il ne peut pas y avoir comme ça indéfiniment des fusibles. Souvenez-vous, quand il y a eu l'affaire Malik Oussekine, le lendemain... 86. En 86, la mort de Malik Oussekine, tué on le sait, par des voltigeurs. Il y a eu le lendemain la démission de Vaquet, le ministre des Universités, et il y a eu la dissolution du groupe des voltigeurs. Là, on a le sentiment qu'il y a effectivement un flottement dans ce qui peut être reproché ou non aux doctrines de maintien de l'ordre, qui, elles, doivent être mises à plat. D'ailleurs, le ministre a nommé un comité d'experts. Une réflexion pour... Mais ça va durer combien de temps, cette réflexion? Je pense qu'il va falloir bien sortir quand même des dispositifs qui, à la fois, préservent le maintien de la République, mais à la fois n'entraînent pas des disproportions qui ne sont pas du fait des policiers, mais des doctrines elles-mêmes qui engagent à faire... Voilà, vous comprenez? Donc c'est un problème, allez, disons-le tout net, c'est un problème d'ordre politique et pas faire porter le chapeau comme ça à tel ou un tel ou un tel. On l'a entendu avec Mickaël, le fusible, le commissaire, pour certains, c'est le fusible, c'est-à-dire que c'est celui qui est facile à faire sauter. C'est pas qu'une question de fusible. Il y a une présomption d'innocence, c'est une certitude. Et pour tout le monde. Et d'ailleurs, il faudra que la justice prenne le temps d'aller regarder les images, les éléments pour se prononcer. Mais justement, si on veut travailler en sérénité, ça ne me semble pas illégitime de se dire qu'on prend des mesures conservatoires pour faire en sorte que le policier dont une vidéo est sortie sur Internet et qui semble se battre avec quelqu'un, on le suspend provisoirement, c'est une mesure conservatoire pour qu'il soit plus trop sur le terrain et que ça évite. C'est le but d'ailleurs, pendant le temps de l'enquête. Le commissaire dont on se dit que peut-être il a donné des ordres qui n'étaient pas totalement adaptés, pendant un temps, on le met ailleurs pour que ça évite de créer des tensions. Suspendu, ça ne veut pas dire retirer du terrain. Non. Ça veut dire le retirer complètement de son activité. C'est-à-dire qu'il peut être mis à la maison et potentiellement sans salaire.
Après, vous savez, c'est un peu comme le débat sur la mise en examen. Le niveau des mesures Le commissaire est conservatoires, muté, moi, le policier est suspendu. Voilà. Qu'on Non, mais distingue le bien les niveau deux. des mesures conservatoires, ça peut être discuté. Mais en tous les cas, simplement, l'idée de dire qu'on prend des mesures conservatoires à un moment donné pour apaiser la situation et empêcher... Moi, en tous les cas, ça me paraîtrait beaucoup plus gênant que ce policier, pour lequel il y a clairement une affaire en cours, on le maintienne sur le terrain et il continue à aller faire des interventions au même endroit où il le faisait avant. Parce que son travail, il va être rendu extrêmement difficile. Et donc, on présume d'une culpabilité Pas du tout. potentielle. Vous pouvez être absolument présumé innocent et mis en examen. Et placé sous contrôle judiciaire. Et même placé en détention provisoire alors qu'à la fin, vous serez innocent. Prendre des mesures conservatoires. Et si un avocat commet une faute, il est suspendu de son activité. Mais évidemment, et ça arrive tous les jours. C'est ce que je vous explique. Vous renvoyez la balle à l'avocat, à la corporation. Non, mais, oui, la balle repart. Parce qu'on prend comme exemple la police, mais je connais peu de métiers. Non, mais c'est pas une question. Pour une faute, on le retire complètement de son activité sans salaire. Moi, je vous dis simplement que le principe de la justice, quand on a une affaire qui sort, c'est que le temps de l'enquête, on prend des mesures pour empêcher soit qu'on recommence, soit d'envenimer la situation. Alors, ça existe. Je vous le répète encore une fois, quelqu'un qui est mis en examen, qui est présumé innocent, qui est peut-être innocent à la fin, il peut être placé en détention provisoire parce qu'on prend une mesure conservatoire. Moi, ça ne me choque pas que dans ce genre de situation, on fait ça sans en aucun cas présumer de la culpabilité du policier ou du commissaire pour lequel il y a une enquête qui est en cours. Juste Mohamed Mechmach, parce qu'on va rester sur Nantes, puis on va se projeter sur Sevran, parce que c'est aussi une affaire qui suscite là vraiment une forte polémique, et j'allais même dire une colère des collègues, puisqu'ils sont réunis devant un commissariat pour le dénoncer. C'est quoi le climat? Je pense à C'est le feu, qui est le premier mouvement que vous avez créé. Est-ce qu'il y a, c'est un vieux sujet, j'allais dire, c'est presque un marronnier journalistique, ce sentiment anti-flic dans les banlieues. Est-ce qu'il a progressé? Est-ce qu'il a augmenté? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ouais, moi je peux pas vous laisser dire que c'est anti-flic. C'est pas les quartiers qui sont anti-flics. Je veux dire, c'est juste un processus et un système qui clairement finit par effectivement opposer un corps qui est la police, qui est aussi notre police, et des jeunes qui sont aussi qui vivent dans ces quartiers et qui ont le sentiment à chaque fois de subir certaines violences policières. C'est les contrôles, il y a les contrôles aux faciès qui deviennent pénibles. Il y a malheureusement aussi des gens qui sont morts suite à un contrôle. Je veux dire, on est encore sur des affaires là qui ne sont pas encore résolues et qui sont encore en cours et qui suscitent aussi, je veux dire, des réactions assez vives. Je veux dire, moi je suis entièrement d'accord avec ce que dit monsieur l'avocat là-dessus, parce que je suis désolé, mais quel signe on envoie de l'autre côté? C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, je pense que quand il se passe des sujets et que la police fait son travail et qu'elle arrête, et qu'il y en a qui sont en comparution immédiate et qui vont en mandat de dépôt, ça existe. Moi, je vous rappelle en 2005, ce qui s'est passé après la mort des Mouna. Croyez-moi que j'ai l'impression qu'on oublie un petit peu cette histoire, où on a vécu pendant 21 nuits, et pas que dans un quartier, mais dans un ensemble de la France. Et ça a été très dur de vivre ça. Combien de jeunes, à ce moment-là, se sont retrouvés en comparution immédiate et condamnés, ainsi de suite. Et on a le sentiment, là, clairement, que du coup, il y a une justice à deux vitesses. Et on envoie un signe négatif à une partie de cette jeunesse qui clairement ne demande qu'une chose, à vivre pleinement et à vivre dignement, que du coup, la justice ne sera jamais de leur côté, qu'on pourra donner à chaque fois raison à la police, alors qu'on n'est pas contre la police, encore une fois. Excusez-moi, je vais aller jusqu'au bout. Je voudrais juste vous dire encore une fois, ces débats-là, moi je suis fatigué parce que c'est pas d'aujourd'hui que je les ai, honnêtement. Ça fait des moments qu'on a décidé, et il y a plein d'acteurs associatifs qui aujourd'hui militent dans ces quartiers et qui ont demandé plus d'une fois à se mettre autour d'une table pour qu'on puisse trouver des solutions. Parce que compter les morts d'un côté ou d'un autre, ça ne peut plus durer. Ça devient lassant et fatigant pour tout le monde. Je vous dis juste qu'on avait encore la chance d'avoir des interlocuteurs avec qui on peut discuter. On arrive avec une génération aujourd'hui qui, aujourd'hui, elle n'est plus dans le même état d'esprit vu les échecs qu'ils ont eus par rapport à leurs aînés. Donc moi, je tiens juste à alerter encore une fois, et je ne cherche pas des coupables. Je dis simplement, à quand nos responsables politiques, à quand... vous l'envoyez aux politiques, c'est intéressant. Nos responsables politiques, mais aussi à la police, qui clairement décidera de pouvoir mener des sujets qui pourront redonner un peu de lien entre police et population. Georges Fenech, juste un mot, parce que j'aimerais entendre Mickaël, mais c'est intéressant ce qu'on entend là. Je voudrais simplement, en nuançant un petit peu ce que vous dites en parlant de justice à deux vitesses, que rien que sur la crise des Gilets jaunes, il y a 190 enquêtes actuellement qui sont menées contre des policiers pour savoir s'il y a eu bavure, excès, disproportion, que lorsqu'il y a, et il en existe, des erreurs qui sont commises, des bavures, des disproportions,
La justice, elle passe aussi pour la police. Non, mais vous pouvez hausser de la tête, ce qui est vrai. La justice, elle est totalement indépendante, vous savez, dans ces affaires. Dès qu'elle est saisie d'un problème, elle sanctionne, mais de là, attention à ne pas faire porter, je dirais, d'une manière à l'image générale de notre police nationale, qui est excellente dans l'ensemble. Il peut y avoir dans l'action, il peut y avoir des débordements, des réactions disproportionnées, un tir de LBD qui n'aurait pas dû avoir lieu. Cela est pris en compte par la justice. C'est même le procureur de Paris, souvenez-vous, qui avait annoncé qu'il y avait 190 enquêtes en cours, je crois, contre des policiers. Ne faites pas croire l'idée qu'ils sont au-dessus des lois. Non, c'est ça. Ce que je suis en train de dire, je ne suis pas très généralisé. Je vous dis encore une fois. Vous dites attention. Regardez, c'est très intéressant parce que moi je ne dis pas que la justice ne fait pas son travail, elle fait son travail et j'ai une confiance absolue dans les magistrats avec qui je travaille au quotidien et qui le font très très bien. Mais le sentiment qu'il exprime, c'est l'idée de justice à deux vitesses. Ce que vous exprimez là, c'est exactement ça. Gilet jaune, réponse immédiate. Comparution immédiate, garde à vue préventive, répression très forte. 190 affaires en cours. 190 affaires en cours de policiers qui... Évidemment, 190 affaires en cours de policiers qui sont mis en cause. Combien de condamnations? Combien de comparutions immédiates? Combien d'affaires dans lesquelles, en réalité, on aurait pu directement passer à la répression, mais en fait, ça met beaucoup de temps. Je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin de temps. Je ne dis pas qu'il faut absolument juger dans la précipitation. Mais je dis que le sentiment à deux vitesses, c'est qu'on a des gens d'un côté qui se disent, en fait, nous, on est condamnés directement tout de suite en comparution immédiate et les policiers, pour l'instant, ils n'ont pas été condamnés. Il y a un flagrant délit d'infraction. Denis Jacob et Michael Chailloux. On a un délit. Les infractions sur les policiers, c'est des enquêtes qui auraient pu être ouvertes en flagrant délit. Denis Jacob, qui auraient pu être traitées dans la même urgence qu'on a traité les gilets jaunes. Il y a des choses que moi je veux bien débattre, reconnaître qu'il peut y avoir des fautes, mais il ne faut peut-être pas inverser les rôles. La police, c'est l'autorité. Quand on intervient, on intervient parce qu'ils font face à de la violence. C'est pas les policiers qui vont venir comme ça, la fleur au fusil. Tiens, on va donner des coups de matraque. Enfin, faut arrêter avec cette image. On intervient parce qu'on est confronté à de la violence. Là où je rejoins monsieur, qui a tout à fait raison, notamment pour la problématique des cités, des quartiers difficiles, c'est qu'on a, et il faut pas faire porter le chapeau à ce seul gouvernement, c'est un problème récurrent des 30 dernières années. Il y a eu un abandon politique de la politique de ville, de la politique sociale, et aujourd'hui on demande à la police nationale de régler tous les problèmes, sauf que c'est pas notre job. Sur Nantes, là aussi on parlait de fusibles, mais oui, on a le sentiment d'être des fusibles, parce que quand on a un rapport IGA qui dit que le préfet n'a pas été informé, que la mairie n'a pas été informée, enfin, c'est quand même un conte de lire des choses comme ça. Denis Jacob, je précise que dans ce rapport, il est précisé qu'en 2017, il y a eu une affaire, on va clore cette page pour se tourner assez loin, mais en 2017, la même affaire, au même endroit, et Michael Chailloux, vous m'arrêtez si je me trompe, mais là, les policiers, dans le même contexte, avaient décidé de reculer, n'étaient pas intervenus dans une situation similaire, puisque la sono n'avait pas été éteinte. Et dans le même contexte, on a eu des personnes qui sont tombées à l'eau. Alors pourquoi a-t-on recommencé à organiser cet événement au même endroit, alors qu'on a eu des incidents les années antérieures avec des personnes qui sont tombées à l'eau? Mais attendez, Michael Chailloux, juste rapidement, pour vous laisser partir, parce que vous allez prendre un coup de soleil sur la tête. Michael, vous êtes avec nous toujours à Nantes de ce qu'est Wilson. Justement, à l'endroit même où s'est tenu ce sound system, il y en avait plusieurs, parce qu'il n'y avait pas qu'un seul sound system, et c'est le 9e sound system qui n'a pas voulu débrancher sa sono. Juste un mot sur les manifestations, comme ça on va clore la page. Dans la foule, 1900 personnes, il y a eu des violences, des vitrines brisées. Est-ce qu'au-delà des slogans anti-police, il y avait ces black blocs finalement qui utilisent ces événements pour essayer de renverser le système, puisque c'est ce que souhaitent les black blocs. Convergence des colères, ça ressemble véritablement à un slogan black bloc. C'est difficile à dire sur le terme black bloc, les définitions divergent selon chacun. Ce que je peux vous dire, c'est que oui, il y avait, alors selon les chiffres de la police samedi, vraisemblablement plusieurs centaines de jeunes encagoulés, tout de noir vêtus, qui se sont attaqués à des vitrines notamment. Ce que je voulais vous dire aussi, et je crois que c'est important, c'est que le bilan de la manifestation de samedi à Nantes, c'est 30 interpellations, quelques blessés de chaque côté, et au final 6 vitrines dégradées. Et j'ai envie de vous dire que c'est tristement pour Nantes un bilan très classique
pour un samedi de mobilisation, des mobilisations qui se suivent et se ressemblent, j'ai envie de dire, chaque samedi ici à Nantes depuis la crise des Gilets jaunes, mais encore plus en avant. Je discutais avec un syndicat de police ce matin qui me disait qu'en fait, ces manifestations, avec toujours cette même tension, cette façon de s'en prendre aux forces de l'ordre, elles ont lieu à Nantes depuis environ février 2014, me disait-il, avec les manifestations contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et puis il y a eu aussi, je crois que c'est à noter, un fait divers très important. C'était l'été dernier, il y a un an, en juillet 2018. Ce contrôle d'identité qui a très mal tourné dans un quartier de Nantes, le quartier du Breuil, où vous savez qu'un jeune a perdu la vie suite à un tir accidentel. En tout cas, le dossier, l'enquête est en cours d'un policier. Tous ces éléments pour vous dire que depuis, donc maintenant, je vous le disais, 2014, ça fait maintenant 5 ans, il y a un vrai essoufflement des forces de police ici à Nantes. C'est pas moi qui le dis, c'est une fois de plus les syndicats de police, et notamment ceux que j'ai eus ce matin au téléphone. Un essoufflement des forces de police à qui on avait promis 60 renforts. Eh bien, à l'heure où on parle, il n'y a que 20 policiers supplémentaires, que 20 fonctionnaires d'arriver ici à Nantes. Merci Mickaël de nous avoir accompagnés en direct. Georges Fenech, vous vouliez intervenir pour clore la page nantaise. Je rebondis sur ce que vient de dire notre correspondant. Il faut bien prendre la mesure du malaise très profond aujourd'hui que traverse la police nationale. Je rappelle quand même qu'ils sont sous tension tous les samedis, qu'ils sont toujours sous tension parce qu'il y a une menace terroriste toujours existante, et qu'ils ont un problème de moyens, et qu'avec tout cela, il y a eu plus de 40 suicides depuis le début de l'année. Avec un commissaire de Cergy-Pontoise. Et il va y avoir, et Denis Jacob va vous le confirmer, ce qui ne s'est pas produit depuis près de 20 ans, le 2 octobre, il y aura la marche de la colère, absolument, appelée par tous les syndicats, ce qui est quand même très rare. Il faut remonter à 2001 pour avoir tous les syndicats de police qui vont manifester le 2 octobre. C'est pour vous dire à quel point le malaise est profond. Mais Georges, on va voir ces images, ces vidéos de Sevran et la réaction des policiers. Enfin, on a le sentiment qu'il y a une forte tension des deux côtés, à savoir ceux qui sont dans les quartiers et qui souffrent, et puis les policiers qui disent mais nous aussi on souffre, on n'en peut plus. Et c'est terrible ça. Il faut quand même préciser une chose importante. Il y a des cas plus généraux, il y a des cas individuels. Mais là aussi, pour le cas de Steve, je crois qu'il faut quand même bien distinguer. Il y a les manifestations, il y a les manifestations des Gilets jaunes. Dans les manifestations des Gilets jaunes, il y a des Black Blocs. Très bien. Dans le cas de Steve Maya-Caniço, ça n'a aucun rapport. C'est la fête de la musique. On a une intervention des policiers parce qu'on a de la musique peu trop forte le jour de la fête de la musique. Au départ, qui lance... Non mais attendez. C'est pas le début ça ? Le début c'est ça. Il y avait un accord qui était passé entre les DJ d'aller jusqu'à, je crois, 4h du matin. Et ils devaient arrêter. Et on a un DJ, pas parce qu'il a mis de la musique, parce qu'il a incité par son micro les gens à s'opposer physiquement aux policiers pour pas arrêter. C'est quand même un peu différent. Une fête de la musique avec de la musique trop longtemps, trop forte et un peu voilà, et que ça finit avec un mort. Je veux dire, il faut aussi avoir un regard un peu de recul entre la disproportion. Enfin, on a vu les lacrymogènes, les flashballs, les grenades de désencerclement. Moi, j'ai des affaires avec des gens qui sont blessés par des grenades de désencerclement qui perdent des yeux, ça fait un bruit extrêmement fort, il y a de la fumée, c'est extrêmement violent. On peut se dire, mais attendez, et là effectivement c'est une question de doctrine, mais la disproportion entre de la musique trop fort, trop longtemps, une incitation par de la musique ou par un micro, et puis les moyens qui sont utilisés. L'usage des armes, c'est pas pour la musique, c'est parce que les policiers sont attaqués par des gens qui leur balancent avec des jets de projectiles, c'est bien indiqué. Mais remettons dans le contexte quand même. On parle de maintien de l'ordre, là clairement, entre à la fin il y a quelqu'un qui meurt et au départ il y a de la musique qui dure trop longtemps, on n'a pas vraiment maintenu l'ordre. La technique dont le but aurait été de maintenir l'ordre n'a pas fonctionné. C'est une des critiques du rapport d'ailleurs sur la façon dont les hommes se sont déplacés, parce qu'il y a eu un débat sur fallait-il rester statique ou être en mouvement. Le commissaire a décidé de mettre en mouvement ces hommes. Le sujet de la doctrine du maintien de l'ordre, on en revient toujours à ça. Dans la police nationale, c'est un sujet que je porte depuis les manifestations contre la loi El Khomri depuis 3 ans, pour dire on a affaire de plus en plus à des manifestations de contact avec la police, alors que le maintien de l'ordre à la française n'est pas prévu pour ça. C'est un maintien de l'ordre qui est prévu pour tenir à distance. On n'a pas de maintien de l'ordre qui existait aujourd'hui
au contact. Et donc, il y a une véritable réforme à conduire, mais ça, personne ne le nie. Il y a une véritable réforme à conduire sur la doctrine de maintien de l'ordre. Formation et tout. Bien sûr. Juste regardez ces images. D'abord, c'est très court, hein, cette vidéo, cette fameuse vidéo de Sevran qui a été virale, et la réaction qui va suivre des syndicalistes, des collègues de ce policier qui ont décidé d'aller au commissariat. Ça, ce sont les images. Alors, c'est un court extrait. On a bien sûr volontairement grisé les images. Il y a d'abord un échange entre le policier qui cherche à le plaquer au sol. Il n'y arrive pas. Puis, un face-à-face, d'abord un coup de poing. Et puis, effectivement, les bras ballants, ce garçon tente, là, à cet instant, de se défendre. On voit cette image et écoutez la réaction des policiers à Aulnay-sous-Bois parce qu'ils contestent formellement la mise à pied de ce policier, cette suspension du policier pour utiliser le bon terme. Écoutez. On voit une partie d'une vidéo, ce qui arrange évidemment la personne qui l'a mis pour faire du tweet, pour faire du buzz. Nous, on aimerait l'intégralité de cette vidéo. C'est parfaitement inadmissible que son commissaire ne l'ait pas avisé, que son commissaire n'était pas au courant, que la direction territoriale ne l'a pas avisé, que la DESPAP, donc la direction territoriale de l'Île-de-France, entre guillemets, n'ait pas avisé ce fonctionnaire de police qu'il était suspendu. Ce sont des procédés inadmissibles et intolérables. Pire encore, ils ont appris leur suspension via Twitter. C'est-à-dire que le préfet de police a trouvé plus important de communiquer auprès des associations de défense des délinquants, auprès de l'opinion publique, auprès de l'électorat et pour la paix sociale, plutôt que d'aviser d'abord les collègues. Ça, c'est juste honteux. Denis Jacob, excusez-moi, le président Macron parlait d'autorité. C'était un mot qu'il avait utilisé. Je veux que mon quinquennat soit assis sur l'autorité, le retour de l'autorité. Et vous dites dans votre communiqué, frilosité, principe de précaution. Là, encore une fois, c'est quoi là Oui, parce que... Il y a un débat quand même sur la stratégie même politique. Sur l'affaire de Sevran, le préfet de police a pris l'initiative de suspendre le policier, sauf que ce n'est pas de sa prérogative. Il peut solliciter une demande de suspension, mais seul le directeur général de la police nationale peut l'acter. Voilà. Donc, et il annonce une mesure de suspension alors que le fonctionnaire lui-même est en arrêt de travail suite à cette intervention. Et quand il est en arrêt de travail, donc il est lié au coup qu'il aurait reçu de ce médiateur, pour le dire simplement. Et il peut pas donc être suspendu quand il est en arrêt de travail. Juste d'un mot, ces images-là, vous êtes aussi derrière les collègues qui étaient au commissariat. Mais moi, vous contestez le fait que ce policier... Vous avez une tentative d'interpellation pour des circonstances dont on ne connaît pas encore la teneur, mais a priori parce qu'il y aurait eu des insultes, de ce que j'ai eu comme information, des insultes. Donc le policier veut procéder à l'interpellation, il ne lui jette pas le poing dans la figure au départ, il essaye de l'attraper par les jambes pour le plaquer au sol pour pouvoir l'interpeller. Et il n'y arrive pas. Vous avez vu quand même le gabarit qu'il y a en face, hein. Je pense qu'ils sont à peu près du même gabarit, le mec il est quand même bien costaud. Moi ce que je veux dire, je reste très prudent et j'ai pas de position tranchée à ce jour sur cette affaire, sur l'utilisation d'une vidéo qui dure 10 secondes. C'est ce que tout le monde répète. Parce que je connais une autre affaire qui a défrayé la chronique, qui est l'affaire Théo. Théo, absolument. Bien, on a eu à peine 1 minute de vidéo. Tout de suite, rien que le maire d'Aulnay, tout de suite a dit c'est une bavure, c'est scandaleux. La tonfa dans la partie anale, la partie anale. Et donc, on a tout de suite crié au crime, au viol, un procès en assises. Et puis, il a fallu près de 10 mois pour apprendre qu'il y avait une vidéo de 10 minutes. 10 minutes. Et moi, j'avais demandé à l'époque à l'IGPN, au début de l'enquête, de dire quand il y aura les conclusions de l'enquête, je souhaite que cette vidéo soit intégralement diffusée. Et elle l'a été par une station de radio connue. Et quand on regarde la vidéo, eh bien, certes, il peut y avoir une erreur. D'ailleurs, ils sont pour le moment dans le cadre d'une correctionnelle. Donc, on est déjà descendu d'un cran. Et on est loin d'être dans une affaire d'assises et de viol. Je voulais vous entendre moi-même, mais ces images, Sevran, je leur dis, Gatignon, c'était le maire Europe Écologie Les Verts. Il a rendu le tablier à l'époque parce que trafic de drogue à Sevran. Il demandait l'intervention de l'armée. Il n'en pouvait plus. On se souvient de ce maire qui appelait au secours. Comment vous les regardez, vous, ces images? Quel regard vous avez? En tout cas, ce n'est pas une question de trafic de drogue. C'est un médiateur qui, clairement, travaille pour la ville. Il y a, la semaine dernière, je vous explique, il y a le secrétaire d'État, M. Laurent Nunez, qui est sorti faire une visite, justement, à Sevran, avec un ancien policier qui s'appelle M. Pomard, qui fait le raid d'aventure, où ça s'est passé à Sevran, justement, dans ce quartier-là. Vous avez un médiateur qui, clairement, au contraire... de ce qu'on entend aussi, c'est que lui s'arrête pour discuter avec des jeunes. Voilà. Il fait son boulot, quoi. Il fait son boulot. À partir de là, dans la vidéo qu'on voit. Non, je vous explique. Il est bien apprécié, c'est vrai. Mais il a toujours été. Excusez-moi, il a toujours été bien noté. Ce que j'ai envie de vous dire, s'il doit être interpellé, ce monsieur, ainsi de suite, il y a d'autres méthodes d'interpellation. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que là, honnêtement,
même si elle dure quelques secondes, cette vidéo. Et encore une fois, c'est pas de faire de l'anti-policier ou ainsi de suite. Non, mais je le prends pas comme ça. Mais... Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à partir de là, si vous-même, vous défendez des cas qui ne sont plus indéfendables, mais moi, je défends pas. Non, attendez, je vais aller jusqu'au bout. Il était prudent, là, Denis Jacob. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ensuite, que les collègues aillent au nez, effectivement, pour clamer, vous imaginez... Pour dénoncer l'arrestation. Oui, mais attendez, mais dénoncer l'arrestation. Je ne défends pas, mais je condamne pas. Moi, j'appelle à la prudence de part et d'autre. Je n'ai pas condamné, je suis juste en train de vous dire tout simplement que qu'est-ce qu'on renvoie encore une fois. C'est ce que je vous dis. Moi, aujourd'hui, avec mon expérience et ainsi de suite, vaut mieux prévenir que guérir. Je vous dis tout simplement, encore une fois, que tous ceux qui aujourd'hui ont le sentiment, je dis bien encore, d'avoir le sentiment que eux, quand ils font quelque chose, ils sont condamnés ou ainsi de suite. Imaginons que le jeune aurait été emmené au commissariat et que les jeunes auraient décidé de se retrouver devant le commissariat pour dire qu'il faut le relâcher. Vous savez très bien comment ça serait terminé. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui vient de se passer, aujourd'hui, qu'il y ait des collègues qui veulent défendre leurs collègues, je peux le comprendre, mais vous l'avez dit vous-même, faisons confiance effectivement à la justice et voyons ce qu'il en est. Mais vous imaginez ce qu'on renvoie comme message là, c'est-à-dire qu'en plus de ça, on ne voit pas. Là, ce sont des gens qui utilisent des images et qui les manipulent pour dire qu'il y a une bavure policière. Mais attendez, moi je ne parle pas de bavure policière, c'est pas ce que j'ai dit. Des bavures policières, j'en connais d'autres qui sont encore en cours, ainsi de suite. Il est respectable, ce monsieur, mais il a commis une infraction. On ne sait pas. Qui n'est pas encore déterminé. Il a commis une infraction. Laquelle ? Et le fait qu'il a arrêté. Alors, au départ, il a arrêté son véhicule en pleine rue et le policier lui a demandé. Présumé l'innocence, vous l'avez dit vous-même. On ne le sait pas, on verra bien. Lui-même remercie tous ceux qui l'ont soutenu. Il a dit laissons faire la justice. Et il ne veut pas s'exprimer dans les médias. Il ne veut pas s'exprimer. Donc, c'est son choix. Je pense qu'à partir de là, ce que je veux vous dire, c'est que ces images-là ne viennent pas nous aider. Moi, en tant qu'acteur de terrain, qu'est-ce que je vais raconter aux jeunes quand je commence à discuter tout ça? On finit par se décrédibiliser, mais pas que nous, y compris ceux qui aujourd'hui sont l'autorité. Mais parce qu'on fait une interprétation. Excusez-moi, dans les quartiers, ils sont pas anti-policiers, ils ont besoin aussi de la police, mais une police qui peut les respecter. On a le droit et nos vies ne valent pas moins que les autres. Très court, Georges Fenech, c'est important. On a parlé de la police de proximité, on se souvient, c'est Lionel Jospin. Là, le gouvernement, la police du quotidien. Globalement, les moyens n'ont pas suivi. J'ai essayé de regarder un peu ce qui avait été mis en place. En fait, ce n'est qu'un mot, mais dans les faits, la police du quotidien n'existe pas. Est-ce que c'est pas utile de revenir à une police, je dirais, de contact, de déambulation, d'échange, tout simplement? Voilà. C'est très compliqué. Moi, les moyens ne sont pas là. Je suis arrivé dans la police en 1988. Quand je suis arrivé en 88 dans la police nationale, on avait les îlotiers. On avait des commissariats de quartier. Il y a eu un choix politique de tout supprimer. On avait des commissariats qui étaient au cœur. Là, ils ont disparu. Ils ont tout disparu. Donc, comment voulez-vous rétablir un repli de l'État qui a duré pendant plus de 15 ans? Comment voulez-vous rétablir du jour au lendemain une police de proximité, une police de contact, alors même qu'aujourd'hui, on a la plus grande difficulté d'intervenir dans certains quartiers difficiles, parce qu'il faut aussi le dire, il y a des réseaux les fameuses zones de non-droit de trafic de stupéfiants ou autres dans ces quartiers-là. On a des territoires où on a des voyous qui considèrent que ce sont leurs territoires. Et que mais les habitants le dénoncent eux-mêmes. Oui, mais je sais. Ça ne veut pas dire que les habitants ils sont conscients et qu'ils sont d'accord avec ce qui se passe. J'ai habité pendant près de 10 ans dans un secteur très difficile qu'est la cité d'Orgemont à Épinay-sur-Seine. Donc je connais très bien et en tant que policier, j'y ai résidé. Philippe-Henri Honegger, je connais aussi pour clore ce débat, je ne sais pas si vous aurez le mot de la fin, mais j'ai le sentiment quand même dans le débat qu'on a aujourd'hui, même si j'expliquais tout à l'heure que c'était un marronnier, c'est pas la première fois qu'on évoque la tension entre les jeunes dans les quartiers et la police, mais il s'est pas passé quelque chose depuis ces gilets jaunes, à la fois dans l'attitude des manifestants qui s'est durcie, et aussi, je dirais, dans l'attitude des policiers qui ont fait face à une violence plus importante. Mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, depuis la loi travail, on a bien le sentiment que dans les manifestations, on va plus au contact, clairement, des policiers. Il y a une violence qui est apparue, que face à ça, la doctrine traditionnelle de maintien de l'ordre ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive pas à maintenir l'ordre, c'est ça le but, on n'y arrive pas. Excusez-moi, mais on a envoyé des policiers aussi non formés. Non mais, en tous les cas, ça ne fonctionne pas. Il est évident que toute la séquence des gilets jaunes, en fait, au lieu de dire on n'y arrive pas, on est en retrait, on va trouver d'autres solutions, du point de vue politique, en fait, on a plutôt poussé, et que donc, j'allais dire, ça a donné des ailes. En tous les cas, ça a ouvert les coups des franches à des policiers qui, à un moment donné, vont peut-être un peu plus loin que ce qu'ils auraient fait d'habitude. Mais il faut absolument distinguer ça
de cette situation-là. De celle-ci, de ce C'est totalement différent. C'est des comportements individuels qui sont ou pas condamnables. Là, qui ne rentrent pas dans le cadre d'une doctrine. Là, voilà, c'est ce policier, cette personne. Maintenant, ce qu'il faut dire et qui est très important, dernier mot, c'est qu'une affaire comme ça, elle ne sort que parce qu'il y a une vidéo. Moi, je suis tous les jours dans les tribunaux. J'ai tous les jours des gens qui viennent me voir et qui me disent « j'ai été tapé par un policier, il m'a fait ça ». Ou devant un juge qui disent « ah ben non, mais monsieur, mais les policiers vous donnent pas de coups de poing, ils sont pas violents, pourquoi ils auraient fait ça ?» Quand on a des vidéos, tout d'un coup, on se rend compte que la version des policiers ne colle pas forcément avec ce qu'il y a. Vous avez 5 secondes, oui, vous n'avez pas le mot de la fin. Très rapidement, juste pour dire qu'il y a une unanimité syndicale, et mes collègues le demandent, à ce qu'il y ait rapidement une accélération de la généralisation du port des caméras piétons. Oui, parce que pour les policiers, c'est avant tout une sécurité juridique. Le jour où il y aura des juridique. caméras sur tous les policiers, ça se calmera du jour au lendemain. Et je précise sur les pompiers, puisqu'il y a une volonté aussi d'équiper les pompiers qui se sont fait agresser et qui se font régulièrement agresser. Merci Denis Jacob, Alternative Police CFDT. Merci Philippe-Henri Honegger. Merci Mohamed Meshmash, Assez le Feu et cofondateur de la coordination nationale Pas sans nous. Et merci à Georges Fenech pour cette émission. On se retrouve demain évidemment pour un nouveau numéro de Police Justice Info. Puis restez avec nous parce que c'est ça se dispute et on va commenter l'actualité qui est très riche aujourd'hui. À tout à l'heure.